quand on prend par exemple le produit net bancaire, qu'il y ait ou non cette intégration, c'est le même qu'on aurait affiché. Il n'y a aucun impact. Il y a un parallèle à faire entre si nous avons beaucoup de ressources, suffisamment de ressources, c'est parce que les épargnants, les particuliers, nous les ont confiés. D'accord? Et donc on est grand parce que, ou gros, parce que ces particuliers existent. L'idée c'est de dire que d'abord nous n'inscrivons pas uniquement dans une approche endogène. Le risque encouru par la banque par rapport à un client donné n'est pas le même partout. Donc il est normal que le rating ou la notation qui est donnée à chaque client soit répercutée au niveau de la tarification. L'Afrique représente 11% au niveau des actifs, 16% au niveau du produit net bancaire. Alors, le secteur bancaire est au ralenti, c'est vrai, mais il faut nuancer peut-être un petit peu. D'abord, l'évolution des ressources bancaires, donc des dépôts de la clientèle en particulier, qui représentent l'essentiel des ressources, a augmenté de façon relativement importante, puisqu'on a eu une évolution de près de 6%. Et au niveau du groupe, cette évolution est encore plus marquée quand on intègre la performance des banques africaines qui ont fait plus de 20% chez nous. Et donc en moyenne, on a fait plus 9%. Donc les ressources bancaires ont évolué de 9%. Et donc le groupe se retrouve effectivement avec près de 20 milliards de dirhams additionnels pour lesquels il faut trouver des emplois et qui naturellement génèrent une marge et donc contribuent à la création de valeur. À ce que vous dites, c'est que les crédits ont évolué de façon timide, à plus 2%, et c'est davantage dommageable pour l'économie parce que les crédits à l'équipement ont évolué de façon négative. Donc ça veut dire que l'investissement effectivement tourne au ralenti. Donc ça, c'est les crédits à l'équipement de manière générale. Et puis quand on conjugue ça au crédit à la promotion immobilière qui à leur tour ont baissé, donc on voit qu'il y a beaucoup moins d'argent dans l'investissement qui a été mis, mais c'est également lié à un certain nombre de facteurs explicatifs, notamment la baisse du cours du pétrole, qui fait que les besoins en matière de financement de l'entreprise baissent. Mais on a observé aussi qu'il y a moins de projets dans un certain nombre de secteurs qui se présentent pour le financement, même si certains secteurs, comme on le suit un peu partout, certains secteurs continuent à tirer l'économie évidemment vers le haut, comme l'automobile, ou encore le secteur aéronautique, etc. C'est-à-dire la Banque populaire, Banque centrale populaire plus les banques populaires régionales, sont régies par un texte de loi qui définit la manière avec laquelle un certain nombre de choses, notamment sur le plan institutionnel, gouvernance, etc., doivent être. Et ce texte de loi, même avant sa modification, la dernière modification, prévoyait que la consolidation, c'est-à-dire la présentation consolidée du groupe, se fait par la BCP même avant qu'il y ait de participation croisée entre la BCP et les banques populaires régionales. Parce que c'était considéré comme une sorte de conglomérat qui devait présenter ses agrégats de manière globale. Et donc quand on prend par exemple le produit net bancaire, qu'il y ait ou non cette intégration, c'est le même qu'on aurait affiché. Il n'y a aucun impact. Par contre, au niveau social, les choses vont changer. Pourquoi? Parce que, évidemment, il y a la remontée des dividendes des banques populaires régionales. Quand ils vont faire des résultats, elles vont remonter des dividendes au prorata de la participation de la BCP dans ces banques populaires régionales. Et la BCP va verser des intérêts par rapport à la dette qu'elle a contractée pour l'augmentation de capital qu'elle a apportée aux banques populaires régionales. Très bien. Ces deux chiffres vont apparaître dans les comptes sociaux de la BCP. Mais au niveau consolidé, ce sont des chiffres qui n'ont aucun impact. Il y a deux aspects. Quand on regarde
la distribution des crédits, elle a été tirée essentiellement par la distribution des crédits aux particuliers. Ouais. Et sur ce plan-là, pour les crédits aux particuliers, on ne peut pas dire que le, le, le Maroc ou l'industrie bancaire s'est développée parce que la bancarisation s'est développée. Donc il y a un parallèle à faire entre si nous avons beaucoup de ressources, ou suffisamment de ressources, c'est parce que les épargnants, les particuliers, nous les ont confiés. D'accord? Et donc on est grand ou gros parce que ces particuliers existent. Ils nous ont confié leur argent. Et ces particuliers ne sont pas venus d'ailleurs, ce sont des Marocains. Bien. Alors une fois qu'on a dit ça, c'est l'épargne des particuliers qui sert à financer l'économie. Et cette économie, elle est ce qu'elle est. Il y a effectivement un ralentissement de la demande de crédit sur l'équipement, et ça, il faut chercher l'origine. Et il faut trouver les moyens pour relancer l'investissement comment dire, des leviers sur lesquels il faut agir. Le taux directeur est fixé par la Banque centrale. C'est un des leviers de régulation, d'ailleurs, sur lequel la Banque centrale s'appuie. Derrière, les transactions au niveau du marché interbancaire et des bons du Trésor à court terme suivent ce taux directeur. Donc les transactions se situent au niveau des prêts entre banques au jour le jour autour du taux directeur. Donc il y a une répercussion qui se fait de façon naturelle, suivant cette logique, et qui se fait dans le temps. Il y a une moyenne, on va dire entre 3 et 6 mois, qui s'écoule. Il y a ceux qui en profitent immédiatement et ceux qui en profitent à terme. Mais, encore une fois, il y a une différence entre le coût de l'argent et la prime de risque. Le risque encouru par la banque par rapport à un client donné n'est pas le même partout. Donc, il est normal que le rating ou la notation qui est donnée à chaque client soit répercutée au niveau de la tarification de ce client. Quand vous parlez au Maroc, les dépôts de la clientèle, la Banque populaire est première depuis très longtemps et le reste. Pour ce qui concerne les dépôts de la clientèle au niveau consolidé, c'est-à-dire quand vous intégrez d'autres structures, notamment au niveau de l'international, etc., le groupe Attijari est premier, largement. Au Maroc, nous avons un réseau qui est très dense et qui permet de collecter plus. Nous avons plus de clients que tout le monde. Nous avons dépassé les 5 millions de clients depuis l'année dernière déjà. Et donc, naturellement, nous avons une position sur le marché qui dépasse les 27% aujourd'hui en matière de collecte des dépôts. Le plan Elan 2020 ou la vision Elan 2020 est une vision. Et donc, elle fixe un cap et elle fixe également des objectifs quantifiés. Si on tient compte de la conjoncture actuelle telle qu'on la voit avec les taux de croissance que nous vivons, évidemment, réaliser ce genre d'objectif devient une gageure, quasiment impossible. En revanche, quand vous vous inscrivez dans une vision plus globale et plus long terme, l'idée c'est de dire que d'abord nous inscrivons pas uniquement dans une approche endogène, c'est-à-dire où on fait du développement au Maroc et uniquement à périmètre constant. Donc on envisage de la croissance externe, donc des acquisitions futures qui permettent d'élargir le périmètre du groupe, saisir les opportunités de croissance là où elles se trouvent, et puis aller vers des métiers annexes ou connexes par rapport à ce qu'on fait aujourd'hui. Et donc, c'est pourquoi nous avons dit, nous passons d'un groupe bancaire à un groupe financier, nous passons d'un groupe ancré dans les régions à un groupe régional, panafricain. Prévoyons nous avons un plan, je crois, jusqu'en 2019 ou 2020, de façon précise, et les taux de croissance sont à 2 chiffres pour toute cette période, à périmètre constant. Donc, si en plus on prévoit de la croissance, si on arrive à avoir les opportunités que nous avons envisagées, eh bien, les choses vont être autre chose. Aujourd'hui, l'Afrique représente 11% au niveau des actifs, 16% au niveau du produit net bancaire, et a mobilisé 4% de nos fonds propres.
Donc on a mis 4% de fonds propres, ça nous a généré 11% d'actifs et d'additionnels, enfin de contributions, et 16% PNB. Quand l'idée c'est de dire ces 4% on peut les augmenter un peu, et si on voit juste, c'est-à-dire si on arrive à cibler ce sur quoi nous sommes positionnés, eh ben la contribution de l'Afrique passerait à 25-30% dans l'ensemble du groupe. Nous avons deux notions. Cette notion dont je vous ai parlé, c'est-à-dire quelle est la part de nos fonds propres que nous mettons en Afrique. Je viens de vous dire que ça fait 4%. Donc nous avons, c'est pas beaucoup. Donc le fait d'aller un peu plus loin représente toujours un risque qui est maîtrisé. Deuxièmement, c'est un risque qui est dispersé ou bien divisé sur beaucoup de pays. Sur les 4%, on les a mis sur 10 pays. Donc c'est en fait c'est comme si on a mis 0,4% dans chacun des pays. C'est pas comme ça, mais c'est juste pour schématiser. Et la troisième chose, c'est de dire que nous sommes dans des pays où la moyenne de taux de bancarisation est de 11%. Et donc il y a un potentiel de croissance important si on sait l'accompagner. Et la quatrième chose, qui est l'élément le plus important, c'est qu'on a dit que le développement en Afrique doit progressivement aller vers un développement autopropulsé. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut qu'on puisse générer suffisamment de croissance sur place pour que ça finance les investissements nécessaires pour pouvoir faire encore du développement qui potentiellement est là.